Chaque année, à la même période, Julien Martin préparait méticuleusement sa visite aux orphelinats de Lyon. C'était une tradition qu'il avait commencée 9 ans plus tôt, peu après le départ soudain de Margot, sa femme, son âme sœur, son amour perdu. Depuis, il n'avait jamais cessé de faire vivre sa mémoire à travers ses gestes de générosité. Comme pour remplir le vide que son absence avait laissé dans sa vie, Julien, autrefois un homme chaleureux et enjoué, était devenu un homme d'affaires puissant, mais d'une froideur presque implacable. Sa fortune avait prospéré au fil des années, mais en vérité, il n'en tirait aucun plaisir. Ses journées n'étaient que des successions de réunions, de décisions et de chiffres, chaque moment marqué par une solitude sourde et pesante. Son manoir, pourtant luxueux, ne résonnait plus que des échos de ses pas et des souvenirs de Margot. Ce jour-là, en arrivant à l'orphelinat, Julien inspira profondément, comme s'il pouvait encore sentir l'odeur douce des cheveux de Margot. Ce parfum subtil qui lui rappelait les moments heureux qu'ils avaient partagés. Il entra dans l'établissement et fut accueilli par Madame Lefebvre, la directrice, qui, avec un sourire bienveillant, le remercia une fois de plus pour sa générosité. Julien n'écoutait qu'à moitié, ses pensées ailleurs. Perdu dans une vague de nostalgie, alors qu'il traversait la salle commune, son regard fut attiré par une petite fille assise près de la fenêtre. Elle avait les cheveux châtain clair, presque blonds, et un regard calme. Concentré sur un dessin qu'elle tenait précieusement entre ses mains, il y avait quelque chose de fascinant chez elle, une aura de douceur et de tristesse qui le troublait profondément. Mais ce n'était pas seulement cela. Julien remarqua un détail qui fit accélérer les battements de son cœur. Un pendentif en forme de cœur suspendu à son cou, identique à celui qu'il avait offert à Margot lors de leur premier anniversaire de mariage. Saisi par une émotion inattendue, Julien s'avança doucement vers elle. La petite leva les yeux et lui sourit timidement, comme si elle devinait son trouble. « Bonjour, monsieur », dit-elle d'une voix douce. Julien sentit son cœur se serrer. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette rencontre. « Comment t'appelles-tu, ma petite ?» demanda-t-il, tentant de contrôler son émotion. « Manon », répondit-elle avec un sourire timide. Elle baissa les yeux sur son dessin, visiblement un peu intimidée. Julien observa le pendentif, et l'émotion monta en lui comme une vague puissante, presque incontrôlable. Madame Lefebvre, ayant remarqué son intérêt, s'approcha de lui discrètement et chuchota. « Manon est ici depuis toute petite. Elle a été trouvée à Marseille, sur les marches d'une église, sans aucun papier ni information sur ses origines. Elle porte ce pendentif depuis son arrivée. » Julien se sentit envahi par un mélange d'émotions contradictoires. Une intense curiosité, une tendre affection naissante et une pointe de douleur. Ce pendentif ne pouvait pas être une simple coïncidence. Margot et lui avaient choisi ce modèle unique, gravé de leurs initiales, symbole de leur amour éternel. Alors, comment cette petite fille pouvait-elle le porter aujourd'hui? Se contenant pour ne pas trahir son émotion, Julien s'agenouilla doucement pour se mettre à la hauteur de Manon. « C'est un très joli dessin, Manon », dit-il avec un sourire chaleureux. Elle rougit légèrement et répondit d'une voix douce. « Merci, monsieur ». Elle semblait à la fois heureuse et légèrement intimidée par cet homme élégant et mystérieux qui s'intéressait à elle. Pendant un instant, Julien fut submergé par une vision. Margot, lui souriant tendrement, ses yeux brillants de l'amour qu'ils partageaient autrefois. Cette vision s'évanouit aussi vite qu'elle était apparue, mais la sensation qu'elle laissait derrière elle était trop forte pour être ignorée. Il devait en savoir plus sur cette petite fille. Et en lui-même, il prit la décision d'aller au bout de cette étrange intuition. Après quelques mots échangés avec Madame Lefebvre, Julien se rendit compte que son esprit était déjà pris par Manon, comme si elle représentait un espoir, une clé vers ce passé qu'il ne pouvait pas abandonner. L'idée que Margot puisse avoir un lien quelconque avec cet enfant s'installait dans son cœur, l'obligeant à reconsidérer tout ce qu'il pensait savoir sur le départ de sa femme. Avant de quitter l'orphelinat, Julien se retourna une dernière fois pour regarder Manon, qui était retournée à son dessin, insouciante de la tempête d'émotions qu'elle venait de déclencher en lui. Il lui fit un petit signe de la main, qu'elle répondit d'un sourire timide. Ce sourire, aussi simple soit-il, raviva une étincelle de vie dans le cœur de Julien, une étincelle qu'il pensait éteinte pour toujours. En quittant l'orphelinat, Julien se fit une promesse silencieuse. Il reviendrait, et il découvrirait la vérité,
ce pendentif, ce sourire, cette rencontre ne pouvait pas être le fruit du hasard. Sur le chemin du retour, Julien sentit son esprit tourbillonner sous l'effet des émotions. La scène qu'il venait de vivre semblait irréelle. Le visage de Manon, son sourire timide, le pendentif, tout le ramenait à Margot, à ce qu'ils avaient été, à ce qu'ils auraient pu être. Cette rencontre avait éveillé en lui quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Une flamme, un espoir. Mais rapidement, des doutes s'insinuèrent. Était-il en train de se bercer d'illusions? Ce pendentif pouvait-il vraiment être le même que celui de Margot? Pourquoi une petite fille dans un orphelinat de Lyon porterait-elle un objet si chargé de souvenirs pour lui? Ces questions le tourmentaient, le plongeant dans un abîme d'incertitude. Dès le lendemain matin, Julien appela Madame Lefebvre pour obtenir plus d'informations. Après quelques échanges cordiaux, elle accepta de lui donner davantage de détails sur Manon. Dans la mesure du possible, elle lui expliqua que la fillette avait été trouvée, âgée de quelques mois seulement, sur les marches d'une église à Marseille, dans des circonstances mystérieuses. Il n'y avait aucun document, aucune lettre, rien d'autre que ce pendentif autour de son cou. Cette nouvelle acheva de convaincre Julien qu'il ne pouvait pas laisser cette affaire sans suite. Il n'était pas homme à croire au hasard, et tout ceci lui semblait bien plus qu'une coïncidence. Pour la première fois depuis des années, il sentit un objectif brûler en lui. Il devait découvrir la vérité, coûte que coûte. Il savait qu'il ne pourrait avancer sans connaître les réponses, sans perdre de temps. Julien engagea les services d'un détective privé, Paul Lemoine, un homme de confiance qu'il avait déjà sollicité par le passé. Paul était méthodique, intelligent et discret, exactement ce dont Julien avait besoin pour une enquête aussi personnelle. Après lui avoir exposé la situation, Julien lui demanda de fouiller dans le passé de Manon et de retracer tous les éléments possibles liés à son arrivée à l'orphelinat. Paul sembla un peu surpris par l'attachement soudain de Julien pour une enfant inconnue, mais il n'osa pas poser de questions. Il accepta la mission avec le professionnalisme qui le caractérisait, comprenant que cette affaire était pour son client bien plus qu'un simple caprice. Pendant les jours qui suivirent, Julien se rendit à l'orphelinat plusieurs fois, espérant pouvoir passer du temps avec Manon et apprendre à la connaître. Chaque visite renforçait son attachement pour elle, comme si elle était un fil qui le reliait encore à Margot, comme si, d'une certaine manière, elle était le symbole de cet amour perdu. Un matin, alors qu'il franchissait la porte de l'orphelinat, Manon l'aperçut et courut vers lui avec un large sourire. Ce geste spontané réchauffa le cœur de Julien, qui se sentit soudainement envahi par une tendresse profonde pour cette petite fille. Sans même s'en rendre compte, il s'accroupit et ouvrit les bras pour l'accueillir. Elle se blottit contre lui, et Julien sentit son cœur se serrer d'une émotion qu'il avait presque oubliée. « Tu viens me voir ?» demanda-t-elle avec une pointe d'innocence dans la voix. « Oui », répondit-il doucement, caressant ses cheveux. « Je viens te voir, Manon. » Ils s'installèrent dans le jardin de l'orphelinat, sous un arbre qui projetait une ombre douce, et commencèrent à discuter. Manon lui parla de ses amis à l'orphelinat, de ses jeux préférés, de son rêve d'avoir une famille. Chaque mot, chaque sourire, chaque regard de cette petite fille résonnait en lui d'une manière qu'il ne comprenait pas complètement. Pendant un instant, il s'imagina lui offrant cette famille qu'elle rêvait tant d'avoir. L'idée le prit de court. Adopter Manon, était-ce vraiment ce qu'il envisageait? Ce simple geste ouvrirait une porte qu'il n'avait jamais imaginé franchir depuis le départ de Margot, mais le visage radieux de Manon, cette étincelle dans ses yeux, alluma en lui un désir de protection, de donner à cet enfant ce qu'il n'avait jamais pu donner à personne d'autre depuis des années. Les jours passèrent, et Julien continua de revenir, parfois accompagné de Paul, qui lui faisait régulièrement un point sur l'avancée de ses recherches. Les résultats tardaient à arriver, mais Julien, étrangement, ne perdait pas espoir. L'attente, bien que longue, nourrissait sa détermination. Puis, un jour, Paul arriva chez Julien avec un dossier en main, son expression sérieuse trahissant une découverte importante. Julien sentit une montée d'adrénaline. Il avait tant attendu ce moment. « Julien, j'ai trouvé des informations qui pourraient vous intéresser », commença Paul d'une voix posée. « La petite Manon a été déposée à l'orphelinat de Marseille, à peu près au moment où Margot a disparu. Tout semble indiquer qu'elle a été trouvée sans aucun papier ni indice sur son identité. À part le pendentif, Julien écouta en silence, sentant son cœur battre à tout rompre. Tout cela commençait à prendre forme, et l'intuition qui l'avait poussé jusqu'ici semblait trouver une confirmation inattendue.
Paul poursuivit en expliquant que, même s'il n'avait pas encore de preuves irréfutables, plusieurs éléments laissaient penser que Manon pourrait avoir un lien avec Margot, les mains tremblantes. Julien prit une profonde inspiration et remercia Paul pour ses efforts. Bien qu'il sache qu'il ne s'agissait que d'indices, cela lui suffisait pour renforcer sa conviction. Manon pourrait être sa fille. Plus tard ce soir-là, assis seul dans son bureau, Julien regarda une vieille photo de Margot. Il se rappela leur dernier anniversaire de mariage, les promesses qu'ils s'étaient faites, les rêves qu'ils avaient partagés, et là, dans la pénombre de la pièce, une pensée germa en lui, claire et puissante. Il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour réunir sa famille, pour redonner à Manon la vie qu'elle méritait, et peut-être, pour retrouver un semblant de bonheur, avant de se coucher, il prit la décision de parler à Madame Lefebvre de son intention d'adopter Manon, pour la première fois en 9 ans. Julien se sentait prêt à laisser entrer quelqu'un d'autre dans sa vie. Julien passa la nuit dans un état de fébrilité. Les révélations de Paul tournaient en boucle dans son esprit, et l'idée de retrouver en Manon une trace de Margot, peut-être même un lien de sang, devenait de plus en plus réelle. À l'aube, il décida de franchir une nouvelle étape. Il était déterminé à découvrir toute la vérité sur Manon, quel qu'en soit le prix. Dès les premières heures de la matinée, Julien contacta Madame Lefebvre et demanda à la rencontrer. Leur entretien fut cordial, bien que Madame Lefebvre semblât surprise par la demande d'adoption soudaine de Julien. En dépit de sa bienveillance envers Manon, elle lui rappela que le processus d'adoption était complexe, nécessitant des documents et des vérifications, surtout pour une enfant dont les origines restaient inconnues. Julien, cependant, ne se laissa pas décourager. Il assura Madame Lefebvre de son engagement et promit de suivre toutes les démarches nécessaires. Il lui expliqua aussi que sa décision n'était pas impulsive. Au contraire, il sentait au fond de lui une responsabilité envers Manon qu'il ne pouvait plus ignorer. « Je comprends, monsieur Martin », répondit Madame Lefebvre, en observant le regard déterminé de Julien. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faciliter les choses. Manon est une petite fille remarquable, et je suis persuadée qu'elle serait ravie de savoir qu'une famille l'attend. » La satisfaction de Julien fut immense. Mais il savait que son chemin ne faisait que commencer. Il fallait encore prouver ce lien, cette intuition qui l'obsédait. Il contacta Paul pour l'informer de sa décision et l'encouragea à poursuivre les recherches, notamment en explorant la possibilité de retrouver des témoins ou des documents dans les archives de l'orphelinat de Marseille. Quelques jours plus tard, Paul lui annonça qu'il avait retrouvé un ancien prêtre de la paroisse où Manon avait été découverte. Julien s'empressa d'organiser une rencontre. Le prêtre, un vieil homme au regard vif et bienveillant, accueillit Julien avec simplicité dans son petit bureau. « Ah oui, je me souviens de cette petite, » murmura le prêtre en réfléchissant. On l'a trouvée un matin, enveloppée dans une couverture, comme un petit ange abandonné. Elle portait un pendentif autour du cou. Je m'étais toujours demandé pourquoi une si belle petite fille avait été laissée là, seule. Les mots du prêtre résonnèrent en Julien, comme un écho douloureux de l'histoire de Margot. Cette découverte renforça en lui l'idée que Manon n'avait pas été abandonnée par hasard. Il interrogea le prêtre sur les détails de cette matinée-là, mais il n'y avait pas d'autres indices, aucune lettre, aucun signe de la personne qui l'avait laissée. En sortant de l'église, Julien sentit un poids étrange sur ses épaules, bien qu'il se rapprochât de la vérité. Le manque de preuves tangibles le troublait. Il se sentait tiraillé entre l'envie de croire aveuglément et la nécessité d'être sûr. De retour chez lui, il trouva Manon en train de jouer dans le jardin avec d'autres enfants de l'orphelinat qui avaient été invités pour une petite fête. Elle était joyeuse, insouciante, et son rire résonnait comme une douce mélodie dans l'air printanier. Julien s'approcha, la regarda jouer, et se surprit à imaginer une vie où elle ferait partie de sa famille. De son quotidien, plus tard, alors que la fête touchait à sa fin, Manon s'approcha de lui, un peu timide, et lui tendit un dessin qu'elle avait fait. C'était un simple croquis de deux, main dans la main, avec un grand sourire sur le visage. « C'est toi et moi », expliqua-t-elle, fière de son œuvre. Comme une vraie famille, Julien sentit son cœur se serrer. Le geste innocent de la petite, sa confiance et son affection, renforçaient son désir de l'adopter, de lui offrir un foyer stable et aimant. Il posa sa main sur la sienne et lui sourit tendrement. « Oui, Manon, comme une vraie famille. » Le lendemain, Paul appela Julien avec une nouvelle encourageante.
Il avait trouvé un ancien employé de l'orphelinat de Marseille, aujourd'hui retraité, qui avait participé à l'accueil de Manon. Julien partit immédiatement pour le rencontrer, espérant obtenir davantage de réponses. L'homme, un certain Monsieur Dubois, se montra sympathique et ouvert. Il expliqua à Julien qu'il se souvenait vaguement de l'arrivée de Manon. À l'époque, on ne savait pas si elle avait été abandonnée volontairement ou si elle était le fruit d'une tragédie, mais il lui confirma que le pendentif qu'elle portait avait attiré l'attention de tout le personnel. C'était un bijou magnifique, unique, un peu étrange pour un bébé, mais vous savez, dans notre métier, on voit tellement de choses. Au bout d'un moment, on essaie de ne pas trop se poser de questions. Julien comprit que ce souvenir ancien, bien qu'imprécis, apportait un nouvel éclairage sur l'histoire de Manon. Monsieur Dubois lui raconta aussi qu'il y avait eu des rumeurs, des murmures dans les couloirs de l'orphelinat à l'époque, des spéculations sur les parents de Manon, mais rien de concret n'avait jamais émergé. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, Julien commença à se convaincre que Manon pourrait être plus que le fruit du hasard. Chaque détail renforçait en lui l'idée qu'elle était un lien, une réponse à des questions laissées en suspens depuis le départ de Margot. De retour à Lyon, Julien se retrouva seul avec ses pensées. L'idée d'adopter Manon ne lui semblait plus une décision soudaine, mais plutôt une évidence. Cet enfant représentait l'espoir d'une vie nouvelle, un symbole d'amour et de guérison, quelque chose qu'il avait cherché depuis des années sans le savoir. En fin de soirée, Julien s'assit dans son bureau, face à une photo de Margot. Il murmura, comme pour se donner du courage, « Margot, si tu me regardes de là où tu es, donne-moi un signe. Dis-moi si j'ai raison de croire que Manon fait partie de nous. » Les jours passaient, et malgré les indices rassemblés par Paul, Julien était encore loin de la certitude qu'il recherchait. Pourtant, une chose était devenue évidente. Son cœur s'attachait de plus en plus à Manon. Chaque visite à l'orphelinat le remplissait d'une joie tranquille, d'une tendresse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il se surprenait à attendre impatiemment leur rencontre, à imaginer l'avenir de Manon sous son toit, à la protéger et à lui offrir la vie qu'elle méritait. Mais cette possibilité ravivait aussi d'anciennes blessures. Julien se demandait s'il avait vraiment le droit de poursuivre cette adoption. Alors qu'il ne savait rien de la vérité sur ses origines, les doutes le hantaient. Était-il guidé par une intuition sincère ou par son propre besoin de combler le vide laissé par Margot? Avait-il le droit d'imposer à Manon cette paternité qu'il souhaitait tant, alors qu'il ignorait encore ce que le destin leur réservait? Les nuits, en particulier, étaient tourmentées. Seul dans le manoir, il se promenait dans les pièces sombres, observant les portraits de famille accrochés au mur, chaque visage lui rappelant Margot et les moments passés ensemble. La douleur de sa disparition était encore vive, et malgré les années écoulées, il sentait que le souvenir de Margot n'avait jamais vraiment quitté les lieux. Il se demandait si, quelque part, elle aurait approuvé sa démarche, si elle aurait ressenti, elle aussi, cette étrange connexion avec Manon. Un soir, après une longue journée, il se retrouva assis dans son bureau, une photo de Margot dans les mains. Il passa ses doigts sur le verre de la photo, comme pour toucher une dernière fois le visage de celle qu'il avait aimée si profondément. Ses yeux se perdirent dans le regard rieur de Margot, figé dans le passé, et une vague de tristesse l'envahit. Était-il en train de trahir sa mémoire en s'attachant ainsi à une autre? Mais à cette pensée, une autre question surgit. Peut-être que Margot lui avait laissé un héritage, un fragment d'elle-même dans cette petite fille. Le lendemain, il décida de se confier à Paul, espérant que discuter de ses doutes l'aiderait à y voir plus clair. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans un café discret de Lyon, Paul l'écouta attentivement, avec la patience qui le caractérisait. « Julien, vous êtes un homme de principe, un homme qui a toujours agi avec droiture, » commença Paul. « Peut-être que vos doutes sont simplement une façon de protéger Manon. Mais écoutez-moi, parfois, les coïncidences ne sont pas de simples hasards. Peut-être que cette rencontre a un sens plus profond. » Julien acquiesça silencieusement. Les paroles de Paul l'apaisaient, mais elles n'effaçaient pas totalement l'inquiétude qui le rongeait. « Et si je faisais tout cela pour moi, Paul? Et si je me laissais emporter par un espoir insensé ?» demanda Julien. Les yeux baissés, Paul sourit doucement et posa une main réconfortante sur l'épaule de son ami. « Julien, que ressentez-vous vraiment en présence de cet enfant? Vos doutes sont naturels, mais parfois, il faut écouter son cœur. Peut-être que Manon est une réponse, un cadeau, quelque chose que Margot vous aurait laissé. » Cette idée fit son chemin dans l'esprit de Julien.
Peut-être que Paul avait raison. Peut-être que Margot, où qu'elle soit, aurait souhaité qu'il prenne soin de cette petite. Il prit alors la décision de poursuivre le processus d'adoption, tout en continuant les recherches. Il voulait être sûr de ses choix, de ses raisons. Il voulait être le père dont Manon avait besoin. Avec cette détermination nouvelle, Julien retourna à l'orphelinat le jour suivant. En arrivant, il aperçut Manon, qui jouait tranquillement avec une poupée, assise sur un banc sous un arbre. Lorsqu'elle le vit, elle se leva en courant, un sourire radieux illuminant son visage. « Bonjour, monsieur Julien », s'exclama-t-elle, visiblement heureuse de le voir. Julien sentit un élan de tendresse en lui. Il s'accroupit pour être à sa hauteur et l'enlaça doucement. Elle le regarda avec des yeux pétillants de curiosité. « Dis, monsieur Julien, est-ce que tu vas revenir souvent ?» demanda-t-elle innocemment. La question le prit par surprise. Pendant un instant, il hésita, cherchant les mots justes. « Eh bien, oui, si tu veux bien, » répondit-il doucement. Le visage de Manon s'éclaira davantage, et elle hocha la tête avec enthousiasme. Pour Julien, ce sourire était un encouragement, une bénédiction silencieuse pour continuer, ce jour-là. Ils passèrent des heures ensemble, partageant des histoires, des rires, et Julien se sentit comme s'il redécouvrait la vie à travers ses yeux d'enfant. À la fin de la journée, il demanda à Madame Lefebvre la liste des documents nécessaires pour commencer le processus d'adoption. La directrice lui fit un sourire compatissant. Comprenant l'importance de cette démarche pour lui, Julien s'en retourna chez lui, son cœur un peu plus léger, et cette fois-ci, les murs du manoir lui semblèrent moins froids, comme s'il anticipait déjà la présence de Manon à ses côtés. Dans les jours qui suivirent, Julien commença les démarches. Naviguant entre les formulaires et les rendez-vous avec détermination, il tenait à prouver qu'il pouvait être un bon père pour Manon. Malgré ses propres doutes, il envisagea même d'aménager une chambre pour elle dans le manoir, ajoutant des touches personnelles, des petites attentions qui rendaient le lieu plus chaleureux. Il choisit des couleurs douces, des jouets et des livres, créant un espace qu'elle pourrait appeler « chez elle ». Chaque décision, chaque préparation renforçait son engagement, et peu à peu, les fantômes de son passé commencèrent à s'éloigner. Son cœur s'ouvrait de nouveau, prêt à accueillir une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Un soir, alors qu'il finissait d'installer un cadre photo dans la chambre de Manon, il se surprit à sourire. Il se sentait enfin en paix avec sa décision. Margot aurait aimé Manon. Il en était persuadé. Il se rendit compte que, malgré la douleur de l'absence, Margot vivait toujours dans son cœur, et c'était cet amour qui l'avait guidé vers Manon. Ainsi, Julien se sentit prêt à avancer. La route était encore incertaine, mais il savait qu'il était sur le bon chemin. Les jours passèrent, et Julien, malgré la paix nouvelle qu'il ressentait, restait hanté par une question. Comment Manon s'était-elle retrouvée à Marseille? Et pourquoi portait-elle ce pendentif si similaire à celui de Margot? Cette question, suspendue comme une ombre, le poussait à aller plus loin, à chercher des réponses, et à mettre en lumière ce qui restait dans l'obscurité. Un soir, alors qu'il travaillait dans son bureau, Paul l'appela, d'une voix légèrement troublée. « Julien, j'ai peut-être trouvé quelque chose d'important, » murmura Paul. « Mais cela pourrait être difficile à entendre, Julien. » Alerté par le ton de son ami, lui demanda de venir immédiatement. Paul arriva peu après, le visage grave, un dossier en main. Il s'assit en face de Julien et ouvrit lentement le dossier, laissant les documents étalés sur le bureau. « J'ai cherché dans les affaires de la famille Martin et les transactions de l'entreprise de ton frère, Charles, autour de l'époque où Margot a disparu. Julien, il semblerait que Charles ait eu des liens avec certaines personnes à Marseille durant cette période. » Julien fronça les sourcils, son cœur battant de plus en plus fort. « Charles, son propre frère. Que veux-tu dire, Paul? Sois plus précis, je t'en prie. » « Eh bien, j'ai trouvé des documents financiers qui montrent des transferts d'argent suspects de Charles vers une société fictive basée à Marseille. La première transaction date précisément du mois où Margot a disparu. Julien, je crois que Charles est peut-être impliqué dans tout ça. » Julien sentit un choc profond le traverser. Charles, son frère, celui avec qui il avait grandi, pouvait-il vraiment être lié au mystère entourant la disparition de Margot? L'idée semblait inconcevable, et pourtant, les documents devant lui semblaient indiquer le contraire. Le doute s'infiltra dans son esprit, et des souvenirs refirent surface. Des souvenirs qui, jusqu'à présent, semblaient insignifiants,
mais qui prenait maintenant une toute autre couleur. Il se rappela de petites disputes avec Charles, des moments où il avait senti chez son frère une certaine amertume, des regards envieux lorsque Margot et lui vivaient une vie harmonieuse. Était-il possible que Charles ait été jaloux au point de commettre une telle atrocité? Paul observa Julien en silence, respectant la tempête qui se déchaînait en lui. « Julien, je sais que c'est dur à accepter, mais il est essentiel que tu restes objectif. Charles pourrait avoir joué un rôle dans cette tragédie. Nous devons découvrir ce qu'il a réellement fait. » Julien hocha la tête, sa mâchoire serrée. Une vague de colère commençait à monter en lui, une rage qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Comment son propre frère aurait-il pu le trahir à ce point? Comment aurait-il pu lui voler la femme qu'il aimait, lui enlever des années de bonheur, le priver de l'amour de sa vie? Cependant, malgré l'angoisse, Julien se força à rester calme. Il devait aborder la situation avec prudence, si Charles était réellement impliqué. Il ne pouvait pas se précipiter. Il devait d'abord en avoir la certitude. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu, mais aussi celle de Manon et de Margot, où qu'elles soient. Julien décida alors de ne rien dire pour le moment, de ne pas confronter Charles directement. Il fallait agir discrètement, accumuler des preuves et comprendre toute l'ampleur de la situation avant de prendre des mesures définitives. Il demanda à Paul de poursuivre les recherches, de vérifier chaque détail et de remonter la piste jusqu'à la source. Quelques jours plus tard, Paul découvrit d'autres éléments troublants. Des témoins se souvenaient d'un homme correspondant à la description de Charles qui avait été vu à Marseille à plusieurs reprises durant cette période. De plus, certains anciens employés de l'entreprise de Charles mentionnèrent des déplacements secrets, des affaires à demi-mot, des allusions qui, avec le recul, semblaient être lourdes de sens. Julien sentait la vérité se rapprocher, et plus les pièces du puzzle s'assemblaient, plus la trahison devenait réelle. Il se sentait comme dans un cauchemar éveillé, un labyrinthe où chaque pas le conduisait à une vérité plus sombre, une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Charles, son frère, était-il vraiment capable d'une telle cruauté? Malgré tout, Julien continua de rendre visite à Manon, à chaque rencontre. La petite semblait plus heureuse, plus détendue, et Julien sentait que sa décision de l'adopter se renforçait, se transformant en certitude. Manon était maintenant une partie de lui, un prolongement de son amour pour Margot, et il savait qu'il devait la protéger, lui offrir une vie meilleure, loin de toutes ces ombres du passé. Puis, un soir, alors qu'il rendait visite à Charles pour un dîner de famille, Julien remarqua un détail troublant. Sur une étagère, dissimulé parmi des objets banals, se trouvait un autre pendentif identique à celui que Manon portait. Julien sentit son cœur s'arrêter. Ce pendentif, le même modèle, la même gravure, impossible à confondre. Son esprit explosa de doutes et de questions. Charles le surprit à regarder fixement l'objet. « Tiens, Julien, qu'est-ce qui t'intrigue tant ?» demanda Charles d'un ton léger, bien que ses yeux trahissaient une légère nervosité. Julien reprit rapidement contenance et répondit avec une feinte indifférence. « Oh, rien, c'est juste. Je pensais que ce pendentif avait disparu avec Margot. » Charles esquissa un sourire énigmatique, un sourire qui éveilla en Julien des soupçons encore plus profonds. « Oh, c'est une vieille affaire, » répondit-il évasivement. « Peut-être en avons-nous simplement 2 exemplaires dans la famille ?» Julien le regarda en silence, une fureur froide grandissant en lui. Cette rencontre, cette étrange réaction de Charles, tout cela ne faisait que confirmer ses pires craintes. Il savait maintenant, au plus profond de lui, que Charles avait quelque chose à cacher et que ce secret était lié à Margot, de retour chez lui. Julien sentit la tension monter en lui, presque insupportable. Il était prêt à tout pour découvrir la vérité. Margot, Manon, lui-même. Ils méritaient tous de savoir ce qui s'était réellement passé. Il était temps de confronter les ombres du passé et de révéler les mensonges qui avaient empoisonné leur vie. Les découvertes récentes tourmentaient Julien chaque jour un peu plus. La présence du pendentif chez Charles avait été la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Désormais, il savait qu'il ne pourrait plus éviter la confrontation. Mais avant cela, une urgence s'imposait à lui, celle de protéger Manon et de lui offrir un foyer stable et aimant. La vérité sur le passé de Margot et la trahison de son frère attendraient. L'essentiel, pour l'instant, était de garantir un avenir à cette petite fille qui avait réveillé en lui un amour sincère et pur. Julien passa une nuit blanche, assis dans le salon de son manoir,
perdu dans ses pensées. Le silence de la nuit lui permettait de réfléchir avec clarté, sans les perturbations du quotidien. Il songeait à la signification profonde de l'adoption. S'engager pour toujours envers un être, offrir sa protection, son amour et tout ce qu'il possédait, Julien, malgré ses doutes initiaux, sentait maintenant une certitude inébranlable s'installer en lui. Il avait besoin de Manon, tout comme elle avait besoin de lui. Le lendemain matin, il se rendit à l'orphelinat dès l'ouverture, décidé à officialiser sa démarche d'adoption. Madame Lefebvre l'accueillit avec un sourire bienveillant, ayant remarqué l'évolution de sa relation avec Manon depuis quelque temps déjà. « Monsieur Martin, je savais que vous reviendriez avec cette demande, » dit-elle en hochant la tête avec une compréhension affectueuse. Julien expliqua sa décision, détaillant les raisons de son attachement pour Manon et sa conviction de pouvoir lui offrir une vie heureuse. Madame Lefebvre, qui connaissait bien le passé de Julien et son deuil profond, écouta attentivement, touchée par ces mots. « Nous savons à quel point Manon tient à vous, monsieur, et si vous souhaitez sincèrement l'adopter, nous ferons en sorte de faciliter les démarches, » répondit Madame Lefebvre. Une vague de soulagement et de bonheur envahit Julien. Il remercia la directrice de tout cœur et entreprit immédiatement les premières démarches officielles. Il dut fournir des documents, signer des formulaires et répondre à plusieurs questions, mais chaque étape renforçait sa détermination. Pour la première fois depuis des années, Julien voyait un avenir plus lumineux. Un avenir dans lequel la présence de Manon apportait une chaleur et une joie auxquelles il n'avait plus osé croire. Quelques jours plus tard, Julien retourna à l'orphelinat, où il avait été invité à passer une après-midi en compagnie de Manon pour poursuivre leur familiarisation dans un cadre officiel. Lorsqu'il arriva, Manon courut à sa rencontre, un sourire éclatant illuminant son visage. « Monsieur Julien, tu es revenu !» cria-t-elle en se précipitant dans ses bras. Julien la serra contre lui, ressentant une tendresse infinie pour cet enfant, qui, sans même le savoir, avait apaisé des blessures qu'il pensait incurables. Ils passèrent l'après-midi à discuter, à jouer et à se promener dans le jardin de l'orphelinat, où Manon, pleine d'enthousiasme, lui parla de ses rêves et de ses envies. « Quand je serai grande, je voudrais être artiste, comme maman l'était, » expliqua Manon innocemment, le visage illuminé par l'enthousiasme. Les paroles de la petite fille frappèrent Julien. Cette simple mention de « maman » lui rappela l'absence de Margot et son désir de lui rendre justice. Pourtant, il savait que sa priorité devait rester Manon. Margot, si elle était quelque part, aurait sans doute voulu que Julien s'occupe de cet enfant avec tout l'amour qu'il lui portait autrefois. En fin de journée, Julien demanda à Manon si elle aimerait venir vivre avec lui. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, remplis d'une joie pure et immédiate. « Vraiment, comme une vraie famille ?» demanda-t-elle en se rapprochant de lui, ses petites mains accrochées aux manches de son manteau. « Oui, Manon, si tu le souhaites, tu pourras venir chez moi, et nous serons une vraie famille. » Manon hocha la tête avec énergie, ses joues rougies par l'excitation. À cet instant, Julien sut qu'il avait pris la bonne décision. Il se promit de veiller sur elle, de la protéger de tout danger, et de lui offrir un avenir sûr. La silhouette de Margot s'effaçait doucement, laissant place à une nouvelle mission, un nouvel amour. Les démarches d'adoption prirent plusieurs semaines, mais Julien ne relâcha pas ses efforts. Chaque document signé, chaque visite de l'assistante sociale renforçait son engagement. Il transforma une chambre du manoir pour Manon, la décorant de couleurs douces et de meubles adaptés à son âge. Il choisit des livres d'enfants, des jeux, et même une petite peinture murale représentant un paysage paisible et verdoyant, pour que Manon se sente chez elle dès son arrivée. Le jour où l'adoption fut officiellement approuvée, Julien ressentit une vague de bonheur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il se rendit à l'orphelinat pour annoncer la nouvelle à Manon, qui sauta dans ses bras en riant de bonheur, les yeux brillants d'une émotion que Julien partageait pleinement. Cette première nuit dans sa nouvelle maison fut pour Manon comme un rêve éveillé. Julien la regarda explorer chaque recoin, fasciné par les moindres détails, émerveillé par ce qui deviendrait désormais son quotidien. Le manoir, autrefois silencieux et sombre, semblait s'illuminer de sa présence. Et Julien découvrait que cette vie qu'il menait, bien que remplie de richesses matérielles, n'avait de sens que dans le partage et l'amour. Dans les jours qui suivirent, Julien et Manon s'adaptèrent doucement à leur nouvelle vie commune. Les rires de la petite fille résonnaient dans le manoir, chassant les souvenirs tristes et les fantômes du passé.
Julien se surprenait à sourire plus souvent, à rire avec elle, à savourer chaque instant passé en sa compagnie. Un soir, alors qu'ils étaient installés devant la cheminée après le dîner, Manon posa soudainement une question qui prit Julien au dépourvu. « Dis, monsieur Julien, est-ce que maman viendra un jour nous voir ici ?» Le cœur de Julien se serra, mais il parvint à cacher sa tristesse. Il caressa doucement les cheveux de Manon et lui répondit d'une voix calme et rassurante. « Je ne sais pas, ma chérie, mais même si elle n'est pas là, je suis sûre qu'elle veille sur nous de là où elle est. » Manon hocha la tête, semblant accepter la réponse de Julien sans poser davantage de questions. Elle se blottit contre lui, et Julien sentit, pour la première fois depuis longtemps, une paix profonde l'envahir. Il avait trouvé une nouvelle raison de vivre, une nouvelle raison d'aimer, et il se promit de faire tout son possible pour offrir à Manon une vie remplie de bonheur. Cependant, malgré ce bonheur naissant, une ombre continuait de planer au-dessus de lui. Il savait qu'il lui restait encore des questions sans réponse, des vérités cachées qu'il devrait un jour affronter. Mais pour l'instant, il décida de profiter de cette paix, de savourer chaque instant avec Manon. Quelques mois après l'adoption de Manon, la vie de Julien avait pris un tournant inattendu. Le manoir, autrefois sombre et silencieux, était maintenant empli de rires et de lumière. Manon avait transformé son quotidien, et Julien se sentait pleinement investi dans son rôle de père, prêt à lui offrir toute l'affection qu'il n'avait pas pu donner depuis la disparition de Margot. Cependant, un soir, alors qu'il s'apprêtait à lire une histoire à Manon avant de la coucher, le téléphone sonna. Julien hésita un instant, puis décrocha, légèrement agacé d'être interrompu dans ce moment précieux. La voix à l'autre bout du fil lui glaça le sang. « Monsieur Martin, ici le docteur Laurent, de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Je crois que nous avons retrouvé... Enfin, je veux dire, une femme qui pourrait correspondre au signalement de votre épouse disparue. Elle a été admise chez nous après un accident. Elle est désorientée. Elle ne se souvient de rien. » Julien sentit son cœur manquer un battement. Margot, son esprit refusa de croire à cette possibilité, mais son cœur s'emballa à l'idée que, peut-être, l'amour de sa vie était de retour. La confusion l'envahit. Comment pouvait-elle être en vie après tout ce temps? Comment avait-elle survécu? Et pourquoi n'était-elle jamais revenue? Julien réalisa rapidement qu'il n'avait pas de temps à perdre. Il informa Manon qu'il devait partir pour un court voyage, lui promettant de revenir au plus vite. Il l'embrassa tendrement, cachant son trouble pour ne pas l'inquiéter. Manon, qui s'était habituée à sa présence rassurante, parut déçue, mais elle lui fit un sourire courageux et lui souhaita bon voyage, en route pour Marseille. Julien sentait ses pensées tourbillonner, tant de questions demeuraient sans réponse. Était-ce vraiment Margot? Si oui, pourquoi n'avait-elle jamais essayé de le contacter? Et dans quel état la retrouverait-il? Lorsqu'il arriva à l'hôpital, le docteur Laurent le conduisit dans une petite salle de repos, où une femme aux cheveux épars et au regard perdu était assise, vêtue d'une blouse d'hôpital. Julien la reconnut immédiatement. C'était elle. C'était Margot, la femme qu'il avait aimée, qu'il croyait avoir perdue pour toujours, était devant lui, mais un voile étrange obscurcissait ses yeux. « Margot », murmura-t-il d'une voix tremblante. Elle leva les yeux vers lui, le regard empli de confusion. Il y eut un moment de silence. Puis elle fronça les sourcils, comme si elle cherchait désespérément à le reconnaître. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, visiblement perturbée. Julien sentit son cœur se briser. Il s'était préparé à de nombreuses éventualités, mais pas à cela. Il tenta de lui parler doucement, de lui rappeler des souvenirs. Mais chaque tentative semblait la plonger dans un état de panique. Le médecin intervint pour lui expliquer que Margot souffrait d'une amnésie profonde, probablement due au traumatisme qu'elle avait vécu, et que ses souvenirs pourraient mettre du temps à refaire surface, si tant est qu'il revenait un jour. Pendant plusieurs jours, Julien resta à Marseille, rendant visite à Margot quotidiennement, essayant de rétablir le lien qu'ils avaient perdu. Il lui racontait des histoires de leur passé, des moments heureux, des anecdotes tendres. Parfois, il lui semblait voir une lueur de reconnaissance dans ses yeux, mais elle disparaissait aussi vite qu'elle était apparue. Un soir, alors qu'il lui montrait une photo d'eux deux, prise lors d'un de leurs voyages, Margot la fixa intensément, un mélange de tristesse et de confusion marquant ses traits. « Je crois que je me souviens de cet endroit », murmura-t-elle. Mais c'est flou, comme un rêve. Ces quelques mots ravivèrent l'espoir de Julien. Peut-être que, petit à petit,
Elle parviendrait à retrouver son passé, à renouer avec lui. Cependant, il savait que le chemin serait long et parsemé d'embûches. Margot lui semblait fragile, comme une ombre d'elle-même. Un être brisé qu'il devait reconstruire avec patience. Après une semaine à l'hôpital, les médecins estimèrent que Margot pouvait quitter l'établissement, mais sous certaines conditions, elle serait suivie par des spécialistes et devait rester dans un environnement calme et stable. Julien décida de la ramener au manoir. Espérant que l'endroit familier pourrait stimuler sa mémoire, lorsque Margot entra dans le manoir pour la première fois, elle regarda autour d'elle avec une expression mêlée d'émerveillement et de confusion. Les souvenirs semblaient se battre pour refaire surface, mais quelque chose l'empêchait d'y accéder complètement. Julien, à la fois ému et troublé, la guida à travers chaque pièce, lui rappelant des détails de leur vie ensemble, espérant que ses souvenirs l'aideraient à retrouver ses repères. Ce soir-là, Manon, qui avait attendu impatiemment le retour de Julien, aperçut Margot pour la première fois. La petite, intuitive et sensible, sembla deviner l'importance de cette femme dans la vie de Julien. Elle s'approcha timidement, observant Margot avec curiosité. « Bonjour, je m'appelle Manon », dit-elle d'une petite voix. Margot la regarda, déconcertée, mais lui sourit doucement. Il y avait quelque chose dans le regard de Manon qui semblait éveiller une émotion chez elle. Une douceur qui lui échappait, mais qui semblait profondément ancrée en elle. Julien les regarda, le cœur lourd mais empli d'une certaine fierté. Ces deux êtres qu'il aimait tant étaient enfin réunis sous le même toit. Même si l'ombre de l'incertitude continuait de planer, il savait qu'il devrait expliquer la situation à Margot. Mais il attendrait le moment opportun, le temps qu'elle retrouve un peu de stabilité. La première nuit de Margot au manoir fut marquée par des cauchemars et des réveils en sursaut. Julien restait près d'elle, apaisant ses peurs, lui murmurant des mots doux pour la rassurer. Il voyait bien que son esprit restait tourmenté, et il se demandait ce qui avait bien pu lui arriver pour qu'elle en arrive à cet état. Au petit matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Margot se tourna vers lui, visiblement troublée. « Julien, j'ai des souvenirs vagues, comme des images brisées. Je vois un visage, un homme. Mais il ne s'agit pas de toi. C'est flou, mais il y avait de la colère, de la douleur. » Julien sentit un frisson le parcourir. Charles, cela ne pouvait être que lui. Les révélations de Margot laissèrent Julien dans un état de confusion mêlé de rage sourde. Il avait deviné que son frère Charles pouvait être impliqué dans le mystère autour de Margot. Mais entendre Margot évoquer une figure masculine empreinte de colère et de douleur le bouleversa. Ce souvenir flou était une preuve indirecte, mais suffisante pour raviver ses soupçons. Julien savait qu'il devait affronter Charles et obtenir la vérité, même si cela impliquait de creuser des blessures profondes dans leur famille. Ce jour-là, Julien prit une décision irrévocable. Il se rendrait chez Charles pour le confronter, pour obtenir des explications. Il devait savoir ce qui s'était réellement passé il y a 9 ans, comprendre pourquoi Margot avait disparu et comment elle s'était retrouvée amnésique, abandonnée à Marseille. Avant de partir, Julien embrassa tendrement Manon et rassura Margot, qui se montrait encore frêle et désorientée. Il lui promit de revenir rapidement et lui demanda de se reposer, espérant que cette confrontation mettrait enfin un terme aux questions qui le hantaient. Lorsqu'il arriva chez Charles, il entra sans attendre, le cœur battant et les poings serrés. Charles, surpris par son entrée brutale, se redressa de son fauteuil, feignant l'amabilité. « Julien, quelle visite inattendue, que me vaut cet honneur ?» Julien, sans prendre le temps de répondre, s'avança et fixa Charles avec une intensité qui le déstabilisa. « Margot est en vie, Charles. Elle est de retour », annonça-t-il d'une voix grave. Le visage de Charles blêmit légèrement, mais il se reprit rapidement, affectant un sourire forcé. « Vraiment, c'est une nouvelle inattendue, » répondit-il, en tentant de masquer son trouble. Julien savait que son frère essayait de gagner du temps, de comprendre jusqu'où il était informé, mais Julien n'était plus disposé à jouer. Il planta son regard dans celui de Charles et reprit, d'un ton tranchant. Elle ne se souvient de rien, mais elle se rappelle vaguement d'un homme, Charles, un homme en colère, un homme qui lui a causé de la douleur. Et étrangement, tous les indices pointent vers toi. Charles garda le silence, mais son visage trahissait une lueur de panique. Julien continua, implacable. « Je veux savoir ce que tu as fait, Charles. Pourquoi ? Pourquoi as-tu voulu détruire ma vie ? Qu'est-ce qui t'a poussé à m'enlever Margot, à la garder prisonnière ?
À briser notre famille, après quelques instants de silence lourd, Charles esquissa un sourire amer, révélant enfin le visage sombre qu'il avait dissimulé pendant tant d'années. Pourquoi ? Parce que tu as toujours tout eu, Julien, le succès, la fortune, et même l'amour de Margot. Elle aurait dû être avec moi. J'étais celui qui la comprenait vraiment, mais elle t'a choisi, toi, et moi, j'ai dû vivre dans ton ombre, à t'observer tout réussir pendant que je m'effaçais un peu plus chaque jour. La voix de Charles s'était transformée en un murmure chargé de ressentiment, de jalousie accumulée. Julien écouta, le cœur serré, incapable de croire l'ampleur de la trahison. « J'ai engagé des hommes pour la faire disparaître », admit Charles, avec une froideur glaçante. « Elle devait simplement disparaître, pour que tu connaisses enfin ce que ça fait de perdre. » Mais elle s'est échappée. Elle m'a échappé et a fini par errer quelque part. Perdue, amnésique, tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais je m'en fichais. L'essentiel, c'était qu'elle ne soit plus avec toi. Les mots de Charles résonnèrent dans l'esprit de Julien comme des coups de poignard. Il réalisa que l'homme en face de lui, celui qu'il avait appelé son frère, était responsable de toutes les souffrances qui avaient tenté sa vie. La colère, la trahison, la douleur s'accumulaient en lui, et il dut se maîtriser pour ne pas céder à une rage explosive. « Tu as détruit notre famille », murmura Julien, la voix tremblante de fureur. « Tu as détruit Margot, moi, et maintenant Manon, car oui, Manon est notre fille. Ta haine nous a tous privés de ces années ensemble. Comment as-tu pu, Charles ? Comment, Charles ?» Pris de court, sembla un instant décontenancé en entendant le nom de Manon. Il n'avait pas imaginé que la fillette abandonnée dans un orphelinat pourrait être l'enfant de Margot et de Julien. Ce détail le laissa sans voix, incapable de répondre à l'ampleur de la douleur qu'il avait causée. Julien prit une profonde inspiration et se redressa, la colère laissant place à une résolution glaciale. « Tu paieras pour ce que tu as fait, Charles. Je vais m'assurer que tu sois confronté à la justice, que tout le monde sache qui tu es vraiment, Charles. » Voyant qu'il avait perdu tout contrôle, tenta de se justifier, de plaider pour une pitié qui ne viendrait jamais. « Julien, je n'ai jamais voulu que cela prenne de telles proportions, » balbutia-t-il, le masque de l'assurance brisé. Mais Julien ne l'écoutait plus. Il tourna les talons et sortit de la pièce, laissant son frère, seul. Face aux conséquences de ses actes, il se promit de tout révéler aux autorités, de déposer les preuves accumulées par Paul pour que Charles réponde de ses crimes. De retour au manoir, Julien retrouva Margot et Manon dans le salon. Il s'approcha doucement de Margot, prenant sa main avec tendresse. Elle lui lança un regard empreint de douceur et d'inquiétude, comme si elle sentait l'ampleur du poids qu'il portait. « Margot, je sais ce qui t'est arrivé, » murmura-t-il, « et je te promets que plus personne ne pourra nous séparer. » Elle posa sa tête sur son épaule, apaisée par sa présence. Bien qu'elle ne se souvienne pas de tous les détails de son passé, elle sentait que sa place était auprès de lui, auprès de leur fille. Quant à Manon, elle regardait ses parents avec un sourire innocent, ignorant tout du drame qui les avait séparés pendant des années. Julien, malgré la douleur de la trahison, ressentit une sérénité profonde. Il avait retrouvé Margot. Il avait une fille merveilleuse. Et ensemble, ils pourraient enfin reconstruire leur famille. Les jours suivants, la confrontation avec Charles furent marquées par une étrange tranquillité au manoir. Julien avait pris toutes les mesures nécessaires pour que son frère soit confronté à la justice. Charles, désormais sous surveillance, attendait son procès pour répondre de ses actes. Julien ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Malgré la trahison, l'idée de voir son propre frère déchu restait une épreuve douloureuse. Mais plus que tout, il savait que le plus important était de veiller sur Margot et Manon, de penser leurs blessures et de les guider vers un avenir paisible. Depuis son retour au manoir, Margot se montrait fragile, comme une feuille au vent, et Julien sentait combien les années d'oubli et de douleur avaient laissé des traces profondes en elle. Les souvenirs revenaient par vagues, parfois flous, parfois aussi précis qu'un éclair. Certains soirs, elle se réveillait en sursaut, hantée par des fragments de son passé. D'autres fois, elle se rappelait de petits détails de leur vie à deux, évoquant avec un sourire tendre des souvenirs heureux que Julien croyait oubliés à jamais. Avec patience et tendresse, Julien l'accompagnait dans ce processus de guérison,
respectant le rythme des souvenirs et des émotions qui refaisaient surface. Chaque progrès, aussi infime soit-il, était un pas vers leur réconciliation avec le passé. Julien sentait que le lien entre eux se renforçait chaque jour. Une connexion encore plus profonde que celle qu'ils avaient partagée autrefois. Il redécouvrait en Margot la femme dont il était tombé amoureux, mais aussi une nouvelle personne. Une femme marquée par les épreuves, mais qui conservait une incroyable force intérieure. Manon, de son côté, jouait un rôle essentiel dans ce processus. Avec son innocence et sa joie de vivre, elle apportait une lumière et une douceur qui apaisaient les tensions, faisant du manoir un refuge où les rires d'enfants et l'amour triomphaient des ombres du passé. Margot passait de longues heures en sa compagnie, captivée par chaque sourire, chaque parole de leur fille. Bien qu'elle n'eût pas encore recouvré la totalité de sa mémoire, Margot ressentait instinctivement un amour profond et inconditionnel pour Manon, comme si ce lien maternel, pourtant interrompu par les circonstances, n'avait jamais vraiment disparu. Un après-midi, alors que Julien travaillait dans son bureau, Margot et Manon vinrent frapper à la porte. Margot tenait un dessin que Manon avait réalisé. Elle souriait, mais Julien devina une émotion plus profonde dans son regard. « Regarde, papa !» s'exclama Manon, fière de sa création. « C'est nous, en famille. » Julien prit le dessin entre ses mains, ému. Le croquis représentait une famille unie, main dans la main, avec Margot, Manon et lui. Chaque visage était dessiné avec des traits doux et heureux, et Julien sentit son cœur se réchauffer en voyant l'amour pur que Manon y avait mis. « Il est magnifique, Manon », répondit-il en la serrant dans ses bras. « Je ne pourrais rêver d'une plus belle famille. » Margot, debout à côté d'eux, observa la scène avec tendresse, un sourire empreint de nostalgie. Elle posa sa main sur l'épaule de Julien, et pour la première fois depuis son retour, elle murmura d'une voix douce « Nous sommes ensemble. C'est tout ce qui compte. » Ce simple geste, ce simple mot, marqua pour Julien un tournant dans leur chemin vers la guérison. Il comprit que, malgré tout ce qu'ils avaient perdu, l'amour qui les unissait n'avait jamais faibli. Ils avaient été séparés par la cruauté et la trahison. Mais leur amour et leur force les avaient réunis. Les semaines passèrent, et Margot continuait à recouvrer ses souvenirs. Lentement mais sûrement, chaque jour apportait son lot de petites victoires, une anecdote de leur passé, une image du visage de Manon lorsqu'elle était bébé, des souvenirs de lieux, de moments partagés. Elle s'appropriait de nouveau sa vie, réapprenait à aimer et à se laisser aimer. Un jour, Margot confia à Julien une réflexion qui l'avait hantée depuis son retour. « Je crois que, d'une certaine manière, cette épreuve m'a appris ce qui est vraiment essentiel. Avant, j'étais si centrée sur moi-même, sur mon travail. Mais aujourd'hui, je sais que ce qui compte, c'est vous deux, toi et Manon. Vous êtes tout pour moi, » murmura-t-elle, les yeux emplis de gratitude et de douceur. Julien la prit dans ses bras, sentant que leurs âmes s'étaient retrouvées, plus proches que jamais. Ils avaient traversé des épreuves inimaginables, mais ils étaient là, plus forts, unis par l'épreuve. Margot avait changé, tout comme lui, et il voyait désormais en elle une femme encore plus belle, plus courageuse, marquée mais inébranlable. Les souvenirs douloureux s'effaçaient peu à peu, remplacés par des moments de paix et de joie partagés en famille. Ensemble, ils prirent l'habitude de sortir tous les trois, de redécouvrir la ville de Lyon, de visiter les lieux qui avaient autrefois marqué leur histoire, mais aussi d'en créer de nouveaux pour Manon. Le soir venu, ils se retrouvaient autour du feu, racontant des histoires, partageant des rires, des regards, des gestes pleins d'amour. Pour Manon, c'était une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Pour Julien, c'était la réalisation d'un rêve qu'il avait cru perdu à jamais. Le manoir, autrefois silencieux et froid, était redevenu un foyer vivant, empreint de chaleur et d'amour. La guérison était lente, mais Julien savait qu'il avait enfin retrouvé ce qu'il avait perdu. La famille qu'il avait rêvé de construire avec Margot était là, complète, prête à affronter l'avenir, libérée des fantômes du passé. Ce processus de guérison, bien que difficile, rapprochait chaque jour un peu plus Margot. Julien et Manon, ensemble, ils bâtissaient une nouvelle vie, laissant derrière eux les années de souffrance et de séparation. La présence de Manon, source de lumière et de bonheur, était le ciment qui soudait leur famille. Un amour inconditionnel qui transcendait toutes les épreuves. Enfin, Julien se sentait en paix,
prêt à aller de l'avant, porté par l'amour de Margot et de Manon, et par la certitude qu'ils étaient, tous trois, exactement là où ils devaient être. Ensemble, le procès de Charles approchait, et Julien savait qu'il s'agissait de la dernière étape, pour enfin tourner la page sur les années sombres de sa vie, le jour du procès. Il se leva tôt, bien décidé à faire face à son frère une dernière fois. Cette journée symbolisait la justice rendue à Margot, la fin d'une longue épreuve et le début d'une nouvelle vie pour leur famille. Margot, bien qu'encore fragile, avait décidé d'accompagner Julien, soutenue par sa détermination de voir Charles répondre de ses actes. Manon, quant à elle, resta à la maison avec une gouvernante, trop jeune pour comprendre toute la complexité des événements. Julien et Margot quittèrent le manoir en silence, les mains serrées, prêts à affronter les démons de leur passé. Arrivés au tribunal, l'atmosphère était lourde, presque solennelle. Julien sentit son cœur se serrer en apercevant Charles de l'autre côté de la salle, assis avec un regard glacial. Tentant de dissimuler sa nervosité derrière un masque d'arrogance, leur regard se croisa, et Julien ne put s'empêcher de ressentir une profonde tristesse mêlée à une colère contenue. Charles n'était plus simplement son frère, il représentait maintenant tout ce qui avait causé douleur et destruction dans sa vie. Le procès débuta, et les preuves accumulées par Julien et son détective privé furent méthodiquement présentées. Les témoignages des anciens complices de Charles, les transferts d'argent suspects et les témoins à Marseille confirmèrent peu à peu son implication dans la disparition de Margot. Chaque détail révélé accentuait la culpabilité de Charles et montrait l'étendue de sa trahison. Margot, assise aux côtés de Julien, écoutait en silence, les yeux rivés sur son ancien bourreau, absorbant chaque mot avec la dignité d'une femme qui avait retrouvé sa force. Puis, vint le moment pour Julien de témoigner. Il se leva, respira profondément et s'avança à la barre. Il décrivit, d'une voix calme mais chargée d'émotion, les années de souffrance et de solitude qu'il avait traversées, le vide laissé par Margot, l'adoption de Manon et la douleur de découvrir que Charles, son propre frère, en était responsable. Chaque mot pesait lourd dans l'air de la salle, et l'émotion de Julien toucha les membres du jury, ainsi que les spectateurs présents. « J'ai aimé mon frère », dit-il en se tournant vers Charles. « J'ai toujours cru en la force de notre famille, mais ce que tu as fait, Charles, ce que tu nous as pris, c'est impardonnable. Aujourd'hui, je suis là pour Margot, pour Manon, et pour toutes les années de bonheur que tu as détruites. Mais surtout, je suis ici pour m'assurer que la justice soit rendue. » Charles, décontenancé par le témoignage de son frère, tenta de se justifier, mais ses mots semblaient en creux, presque pathétiques face aux preuves accablantes. Il invoqua la jalousie, l'envie, des blessures d'enfance non résolues, mais rien ne pouvait justifier les actes qu'il avait commis. Et il semblait le comprendre à mesure que les accusations s'amoncelaient autour de lui. Après plusieurs heures de témoignages et de délibération, le verdict tomba. Charles fut jugé coupable et condamné pour enlèvement, séquestration et tentative de destruction de preuves pour Margot et Julien. C'était un soulagement, mais aussi un moment douloureux. La justice avait été rendue, mais cela ne leur rendrait jamais les années perdues, ni ne pourrait effacer totalement les cicatrices. En sortant du tribunal, Julien sentit le poids de l'épreuve enfin s'alléger. Margot, à ses côtés, lui prit la main. Lui, ses doigts entrelacés dans les siens comme un signe de renouveau, ils se regardèrent, et dans ce simple échange, une promesse muette se fit, celle de reconstruire ensemble, loin des ombres du passé, un avenir où l'amour serait leur seule boussole. De retour au manoir, ils retrouvèrent Manon, qui les accueillit avec un grand sourire. Elle ignorait tout du procès, mais elle comprit que ses parents revenaient avec un apaisement nouveau, une sérénité qu'elle n'avait jamais vue chez eux. Julien la prit dans ses bras, et Margot les rejoignit, formant ainsi un cercle familial qui, malgré les épreuves, avait trouvé la force de rester unis. Ce soir-là, Julien et Margot s'assirent ensemble après que Manon se fut endormie. Ils parlèrent de leur futur, de ce qu'ils souhaitaient pour leur famille, et surtout, du désir de Margot de reprendre sa vie en main, de se reconstruire au-delà de son passé douloureux. « Nous avons traversé tant d'épreuves, » murmura Margot. « Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que nous avons tout pour être heureux. J'ai envie de m'investir, d'être là pour toi et pour Manon, de construire une vie qui nous ressemble. » Julien la regarda, ému,
et comprit combien elle avait retrouvé de force. Elle n'était plus seulement la femme qu'il avait connue, elle était devenue une survivante, une battante. Et il l'aimait encore plus pour cela. Ils passèrent la soirée à discuter, à partager leurs rêves, et Julien sentit une paix profonde l'envahir. L'avenir leur appartenait. Enfin, les mois qui suivirent le procès furent marqués par une tranquillité nouvelle au manoir. Comme si les murs eux-mêmes avaient été libérés des fantômes du passé, Julien, Margot et Manon vivaient désormais en harmonie, savourant chaque instant passé ensemble et construisant petit à petit une vie empreinte de paix et d'amour. Pour la première fois, Julien sentait qu'il pouvait pleinement se consacrer à sa famille. Sans la peur constante de voir tout lui échapper, Margot, libérée de l'ombre de Charles et de la douleur de l'amnésie, redécouvrait la joie simple de vivre. Elle passait des journées entières avec Manon, la guidant dans ses découvertes, l'aidant à exprimer sa créativité et partageant des moments de tendresse mère-fille qu'elle avait longtemps cru perdus. Manon, de son côté, avait enfin retrouvé un foyer aimant, un cocon où elle se sentait en sécurité, entourée de l'amour de ses parents. Julien l'avait vue s'épanouir au fil des mois, devenir plus confiante, plus joyeuse. Et son bonheur était pour lui la plus belle récompense. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans le jardin, Manon posa une question qui surprit Julien et Margot. « Maman, papa, est-ce qu'on pourrait organiser une fête pour célébrer notre famille ?» Julien et Margot échangèrent un sourire attendri. Cette idée semblait être le symbole parfait de ce qu'ils étaient devenus, de tout ce qu'ils avaient traversé pour en arriver là. Julien hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Oui, Manon, je pense que c'est une merveilleuse idée, une fête pour célébrer notre famille et tout ce que nous avons accompli ensemble. » Ils passèrent les semaines suivantes à préparer cette fête, invitant quelques amis proches, ainsi que les membres du personnel de l'orphelinat, où Julien avait rencontré Manon pour la première fois. C'était une façon pour lui de leur rendre hommage, de les remercier pour leur soutien et de leur montrer la famille qu'ils formaient désormais. Le jour de la fête, le manoir était décoré de guirlandes, de fleurs et de lumières douces qui illuminaient chaque recoin. Les rires et la musique remplissèrent l'air. Créant une atmosphère chaleureuse et festive, Margot avait même préparé un discours, qu'elle avait écrit avec soin pour exprimer sa gratitude et son amour pour Julien et Manon. Lorsque le moment vint, Margot se leva, son regard passant tour à tour de Manon à Julien, rempli d'une émotion qu'elle avait du mal à contenir. « Cette fête est plus qu'un simple rassemblement, » commença-t-elle. « C'est une célébration de l'amour, de la résilience et de la force qui nous ont permis de surmonter l'inimaginable. Aujourd'hui, je veux exprimer ma gratitude à Julien, qui a toujours gardé espoir et qui n'a jamais cessé de me chercher, même quand tout semblait perdu. Et je veux remercier notre merveilleuse fille, Manon, qui est notre lumière et notre raison d'avancer. Ensemble, nous avons créé une famille, une vraie famille, et je ne pourrais être plus heureuse. » Julien sentit une larme couler le long de sa joue en écoutant Margot. Ces mots étaient la preuve de leur renaissance, du chemin parcouru, de leur amour indestructible. Manon, quant à elle, regardait ses parents avec un sourire rayonnant, heureuse et fière de faire partie de cette famille. Après le discours de Margot, Julien prit la parole à son tour, souhaitant exprimer ce qu'il avait sur le cœur. « Nous avons traversé des tempêtes, mais nous avons appris que l'amour est plus fort que tout. Margot, Manon, vous êtes tout pour moi. Vous êtes ma force, mon bonheur, mon avenir. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement notre famille, mais aussi l'espoir et le courage qui nous ont permis de nous retrouver. Je vous aime, et je promets de toujours veiller sur vous. » La fête continua jusqu'à la tombée de la nuit, chaque instant empreint de joie et de légèreté. Les invités, touchés par la beauté de cette famille unie, partageaient leur bonheur, conscients de la valeur de cette célébration. Au crépuscule, Julien, Margot et Manon se retrouvèrent seuls dans le jardin, assis sous les étoiles, savourant la quiétude après l'effervescence de la journée. Manon, blottie entre ses parents, leva les yeux vers eux avec un regard d'une sincérité désarmante. « Je vous aime, maman et papa », murmura-t-elle. Julien et Margot échangèrent un sourire tendre, les yeux brillants d'émotion. Ils se tenaient à la main, sentant une paix profonde s'installer en eux. Toutes les épreuves, toutes les souffrances
était désormais derrière eux, ensemble. Ils formaient une famille, et ils savaient que rien ne pourrait jamais briser cet amour. Ils restèrent là, unis. Sous la lueur des étoiles, savourant ce moment de sérénité, conscients que leur avenir serait désormais bâti sur l'amour et la force de leur union, c'était un nouveau commencement, la promesse d'une vie empreinte de bonheur et de lumière,